Mes amis, installez-vous confortablement, car ce que je m'apprête à vous révéler risque de bouleverser à jamais votre vision d'Hollywood. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de l'un des scandales les plus sombres de l'industrie du divertissement. Sean Diddy Combs, autrefois considéré comme une légende de la musique, se retrouve désormais au centre d'accusations si graves que même les jurés ont du mal à cacher leur stupeur. Les témoignages révèlent un système glaçant d'abus, de manipulation et d'exploitation. Un tableau terrifiant qui se dessine derrière les portes closes des plus grands hôtels de luxe à travers le monde. Mais qu'ont exactement révélé les témoins? Et pourquoi l'un des escorts engagés par Diddy aurait-il sombré au point de ne plus pouvoir exercer? Aujourd'hui, on entre dans les détails les plus choquants du dossier qui secoue l'une des figures les plus influentes de la musique. Cassie Ventura n'avait que 19 ans lorsqu'elle a rencontré Diddy, alors âgé de plus de 40 ans. Ce qui devait être une simple relation professionnelle a vite basculé vers quelque chose de bien plus sombre et dérangeant. Selon ses déclarations, Combs était encore marié à Kim Porter au début de leur histoire, qu'il aurait soigneusement dissimulé à sa famille, à ses enfants et au public. Cette dissimulation aurait jeté les bases d'un contrôle étouffant, de plus en plus extrême au fil du temps. Le plus troublant, l'extrême jeunesse de Cassie lorsqu'elle a été aspirée dans ce piège. À peine 22 ans, elle est initiée aux fameuses « freak-offs », des orgies orchestrées sous l'effet de drogue, qui vont rapidement se transformer en véritables cauchemars. L'écart de pouvoir est frappant. Face à elle, un magnate de la musique riche, influent, capable de tout manipuler, même les corps. Mais de quoi parlaient exactement ces fameuses freak-offs? D'après les témoignages, il s'agissait de relations sexuelles mises en scène, impliquant Cassie, des escorts masculins, parfois d'autres personnes, tandis que Diddy, lui, observait ou participait, souvent en silence depuis un coin de la pièce. Ces séances n'avaient rien de passager. Elles duraient entre 36 et 72 heures. La plus longue, 4 jours d'affilée. Cassie raconte avoir dû recevoir des perfusions pour récupérer, se réhydrater, se désintoxiquer, physiquement et mentalement. Mais au-delà de la douleur physique, c'est le traumatisme émotionnel qui reste. Elle évoque un sentiment profond de dégoût, d'humiliation, d'effacement de soi. Le choc physique fut si violent que Cassie témoigna avoir eu besoin de perfusions intraveineuses et de périodes équivalentes pour récupérer, se réhydrater et se désintoxiquer. Le plus troublant, selon Cassie, était que ces rencontres lui procuraient un sentiment de dégoût, d'humiliation et d'inutilité. Elle décrivit que les chambres d'hôtel étaient souillées d'huile pour bébé, de sang et d'urine. Cassie a témoigné que lorsqu'elle ne faisait pas de musique, elle passait son temps à se remettre de ces expériences traumatisantes. Le rythme de ces réunions était effréné. Elles avaient apparemment lieu plusieurs fois par mois dans de nombreux endroits, notamment à New York, Miami, en Espagne, dans les îles Turques et Caïques. Selon Cassie, le personnel de Diddy avait préparé les chambres avec de l'huile pour bébé, des préservatifs et de la drogue avant leur arrivée. Le rôle des substances dans ces allégations ne peut être négligé. D'après les témoignages, Diddy consommait de la drogue non seulement à des fins récréatives, mais aussi comme outil de manipulation et de contrôle. Cassie a témoigné que la première fois qu'elle a pris du ecstasy, elle n'en avait même pas conscience. Diddy aurait apparemment injecté sa boisson dans ses entrailles, sans son consentement. Comme ce comportement persistait, elle a décrit la consommation de drogue comme le ecstasy, la cocaïne et la kétamine pour s'enivrer lors de ces rencontres. Lorsque Cassie était fatiguée pendant ces séances de plusieurs jours, les témoignages suggèrent que Diddy lui donnait des stimulants pour la maintenir éveillée et participative. Ce contrôle chimique a créé un cycle d'addiction qui a rendu la fuite de plus en plus difficile. Les drogues l'ont anesthésiée face à ces expériences, tout en créant une dépendance physique. La période de récupération entre les rendez-vous la maintenait isolée et vulnérable face à la situation suivante. Les témoignages les plus effrayants relatent ce qui se passait lorsque Cassie tentait de résister ou de se plaindre à Diddy. Selon son témoignage, un escort girl a témoigné avoir été témoin direct des violences de Diddy. Il a décrit avoir vu Diddy jeter une bouteille d'alcool vers Cassie lorsqu'elle n'a pas immédiatement répondu à son appel. L'escorte a ensuite vu Diddy attraper Cassie par les cheveux, la traîner à travers la pièce en l'invectivant. Derrière les portes closes, il a entendu des coups et des excuses désespérées de Cassie. La preuve la plus convaincante présentée est une vidéo de surveillance de l'hôtel Intercontinental en 2016, montrant Diddy agressant Cassie dans un couloir, la frappant à coups de pied, la traînant et l'agrippant par le cou et les cheveux à plusieurs reprises. Cette vidéo a confirmé les récits de violence physique de Cassie et a donné au public un aperçu de ce qu'elle a subi en privé pendant des années. Ce qui rend cette affaire particulièrement solide, ce sont les témoignages concordants de multiples témoins. Un ancien agent de sécurité de l'hôtel Intercontinental a témoigné avoir répondu à un appel concernant une femme en détresse, avoir trouvé des éclats de verre dans le couloir et avoir remarqué que Cassie avait un œil blessé.
Selon son témoignage, Didi aurait tenté de le soudoyer avec une importante somme d'argent pour qu'il garde le silence sur l'incident. Mais le témoignage le plus accablant est peut-être celui de Daniel Philippe, un escort girl engagé à plusieurs reprises pour participer à ses rendez-vous. Il a raconté avoir été payé entre 4 000 et 6 000 $ par séance, croyant initialement assister à ce qui lui avait été présenté comme l'enterrement d'une jeune fille. Il s'est finalement retrouvé impliqué dans une situation bien plus perturbante. Philippe a témoigné qu'après avoir été témoin des violences de Didi envers Cassie, il a développé une dysfonction érectile et ne pouvait plus assurer ses services lors de ses séances. Il a raconté avoir été pétrifié après avoir vu Didi tirer Cassie par les cheveux et avoir entendu les insultes à huis clos. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il n'était pas intervenu, il a expliqué « Je sais que c'est quelqu'un de très débrouillard. Franchement, j'ai eu peur pour ma vie. » Ce qui est particulièrement révélateur, c'est que même une personne engagée comme participant rémunéré a été si perturbée par ce dont elle a été témoin qu'elle aurait proposé son aide à Cassie, lui suggérant de mettre fin à cette relation. Lorsqu'une personne à qui nous avons versé des milliers de dollars reconnaît des abus et exprime son inquiétude, cela en dit long sur la gravité de la situation. Les allégations ne concernent pas seulement Didi lui-même, mais aussi ce que les procureurs ont décrit comme son cercle intime. Cassie a nommément cité Christina Korn, l'assistante de Didi à l'époque, comme une personne qui veillait sur elle. Elle a également mentionné d'autres membres du personnel, notamment des agents de sécurité et des chauffeurs, qui facilitaient ses activités. Selon les témoignages, lorsque Cassie tentait de se cacher ou de s'échapper, Didi envoyait des agents de sécurité à sa recherche. Son ancien agent de sécurité, désigné comme Rock, aurait reçu l'ordre de confisquer la voiture de Cassie, son accès à l'appartement ou ses bijoux en guise de punition. Ils ont pris ma voiture, m'ont mis à la porte d'un appartement et m'ont confisqué mes bijoux. C'était très aléatoire. Ce réseau de complices aurait aidé à préparer les chambres d'hôtel pour le freak-off, à assurer le transport, à se procurer de la drogue et à préserver le secret. Des SMS échangés entre membres du personnel demandant des provisions pour le freak-off ont été mentionnés comme preuve lors de la procédure, suggérant une action coordonnée allant bien au-delà de l'action isolée de Didi. Cet aspect de l'affaire est particulièrement important au regard des accusations RICO, les procureurs soulignant que Didi n'aurait pas pu commettre tous ces crimes sans son entourage. Au-delà des témoignages, les procureurs ont présenté des preuves solides, notamment la vidéo de surveillance de l'hôtel montrant des violences physiques, des SMS échangés entre Didi et Cassie concernant la scène de crime, des SMS échangés entre membres du personnel concernant la préparation de ces rencontres, ainsi que des enregistrements présumés d'appels entre Didi et des témoins, où il aurait proposé de l'argent pour affirmer que les activités étaient consenties. Une escorte aurait enregistré un appel au cours duquel Didi lui aurait proposé de l'argent pour déclarer qu'elle n'avait pas été forcée de participer à ces activités. Les SMS présentés au jury ont révélé des cas où Cassie avait exprimé son malaise face à la scène de crime, mais où Didi l'avait quand même forcé à le faire. Ce qui rend ces preuves particulièrement convaincantes, c'est la façon dont elles concordent et renforcent les témoignages, créant une image de coercition et de contrôle plutôt que d'activité consensuelle. L'un des aspects les plus marquants de ce procès est la situation actuelle de Cassie. Elle témoigne ensuite être visiblement enceinte de son 3e enfant, confrontant son agresseur présumé pour la première fois depuis 2018. Les experts juridiques ont souligné que sa grossesse pourrait potentiellement influencer la perception du jury, bien que ces derniers aient reçu pour consigne de rester impartiaux. Son désir de témoigner malgré le fait qu'elle soit à quelques jours de l'accouchement témoigne de sa détermination à partager son histoire, quel qu'en soit le prix personnel. Cela crée un contraste saisissant entre son traumatisme passé et sa vie actuelle avec son mari Alex Finn, avec qui elle fonde une famille. Lors de son témoignage, Cassie a fondu en larmes en décrivant ses excès et leur impact sur elle. Le poids émotionnel de raconter ses expériences devant la personne qu'elle accuse de l'avoir agressée ne doit pas être sous-estimé. Au fil du procès, des tendances inquiétantes sont apparues. La victime numéro 3, dont l'identité aurait été révélée lors de son passage à la barre, aurait disparu. Les procureurs n'ont pas réussi à la joindre. De plus, un jury a envoyé un courriel au juge demandant à être retiré du jury, invoquant des problèmes de bien-être personnel. La violence des témoignages et des preuves a clairement affecté toutes les personnes impliquées dans la procédure. Le juge Aaron Subramanian a pris des décisions clés, notamment celle de ne pas montrer les vidéos des présumés agresseurs au public ni aux journalistes. Toutefois, les jurés visionneront ces preuves lors de leur délibération sur les accusations. Cette affaire a des implications bien au-delà de Didi elle-même. Les allégations s'étendent sur plusieurs années, dans plusieurs lieux et impliquent de nombreux témoins. Pour de nombreux observateurs, l'aspect le plus choquant n'est pas seulement la nature des allégations, mais aussi leur durée et le nombre de personnes qui en étaient apparemment au courant, mais qui ont gardé le silence.
Au fil des témoignages, davantage de détails sur l'ampleur des abus présumés seront probablement dévoilés. Diddy clame son innocence face à toutes les accusations, et sa défense a soutenu que Cassie avait choisi d'être là et que l'affaire concernait l'amour, l'infidélité et l'argent, plutôt que les abus et le trafic. L'accusation doit prouver, hors de tout doute raisonnable, que ces activités n'étaient pas consensuelles, mais sous la contrainte de la violence, des menaces et de la manipulation. À mesure que le procès se poursuit, une chose devient de plus en plus claire. Les témoignages entendus jusqu'à présent ont déjà changé la perception que le public aura de Diddy Combs et soulèvent de profondes questions sur le pouvoir, les abus et la responsabilité dans le monde du divertissement.